Du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Comment la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a-t-elle pu en arriver là? On en parle ce soir avec Ahmet İnsel. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes une figure intellectuelle turque, vous êtes économiste et politologue basé en France. Merci d'être avec nous. Et vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre La nouvelle Turquie d'Erdogan. C'est aux éditions La Découverte. Édition revue et augmentée parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, Ahmet İnsel. On va commencer avec une image qu'on a décidé de vous montrer. Le début du procès depuis hier de 330 prévenus militaires qui comparaissent pour leur participation présumée au coup d'État manqué du 15 juillet dernier. On sait que des purges massives sont opérées depuis cette date dans la fonction publique, l'éducation, la justice, l'armée. Au total, on parle de plus de 100 000 personnes tout de même, voire 120 000. C'est sans précédent en Turquie. Oui, c'est sans précédent. Les coups d'État ne sont pas sans précédent, malheureusement. Les coups d'État ratés non plus, mais ce qui se passe actuellement est sans précédent parce que ce sont toutes des décisions directement administratives. Ce ne sont pas des décisions judiciaires. Et ceci est permis par l'application de l'état d'urgence qui donne tous les pleins pouvoirs à l'exécutif et les personnes qui sont rayées de la fonction, des cadres de la fonction publique sans être forcément mis en arrestation, en détention ou sans qu'il y ait d'enquête contre eux pour supposition d'appartenance, sympathie à l'organisation terroriste dite Fethullah Gülen, dite PKK, dite autre chose. Là, il y a une vraie purge. C'est une sorte de nettoyage de tout ce que le pouvoir considère comme indésirable dans son entourage au sein de l'État. Et on sait que les médias sont beaucoup inquiétés également, notamment avec le journaliste germano-turc du quotidien Die Welt. Alors, rien qu'à l'étranger, 650, entre 650 et 900 officiers et attachés militaires ont été limogés. C'est un témoignage rare qu'on va découvrir ensemble ce soir, un reportage exclusif TV5 Monde. Ça se passe à Bruxelles. Des officiers turcs travaillaient à l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Ils ont été limogés depuis ce coup d'État. Aujourd'hui, ils demandent l'asile politique aux autorités belges. C'est un reportage de l'une de nos équipes sur place, Mylène Girardot, Christophe Zenko avec Thibaut Darscott. Bruxelles, quartier général de l'OTAN. C'est ici que travaillaient les officiers turcs que nous avons rencontrés. Mais plus question pour eux d'y mettre les pieds depuis que leur gouvernement les a limogés, comme tant d'autres à l'automne. C'est dans la banlieue de la capitale belge que nous retrouvons deux officiers très haut gradés. Ils craignent pour leur sécurité. Leur voix et leur visage ont été masqués. Avec ce régime, s'ils pensent que vous êtes coupable, ils mettent votre père, votre mère, vos proches en prison. On a peur pour nous, mais aussi pour eux. Des majors, des colonels qui ont étudié dans les meilleures écoles militaires du monde. Certains ont épousé l'armée dès l'âge de 14 ans. Une vie balayée du jour au lendemain. Avant la nuit du coup d'État, nous étions les brillants officiers des forces armées turques et en une nuit, nous sommes devenus des terroristes. Ils retrouvent leurs camarades d'infortune. Avant la purge, certains d'entre eux ne s'étaient jamais vus. Aujourd'hui, tous se serrent les coudes. Ils se disent victimes d'une chasse aux sorcières. Sur ces photos, les officiers supérieurs turcs qui travaillaient à l'OTAN en Belgique. 9 sur 10 ont été démis de leurs fonctions. Un jour, leur nom est apparu sur une liste de 15 000 fonctionnaires. Et depuis, chaque vendredi, la liste s'allonge. Le dénominateur commun des officiers purgés est que nous avons tous fait des études à l'étranger. Nous avons une vision laïque. On a aussi réalisé qu'on ne partageait pas la vision de la nouvelle Turquie d'Erdogan. Une Turquie plus proche de la Russie que de l'OTAN. Au départ, ces officiers voulaient rentrer, prouver leur innocence. Mais quand on a parlé à ceux qui sont retournés en Turquie, ils nous ont raconté à quel point ça se passe mal, avec des exemples horribles de torture. C'est évident que nous serions traités de la même façon si on rentrait. Des vies bouleversées, plus de revenus, obligés de vendre la voiture, de déménager. Les enfants ont changé d'école. Depuis les appels à la délation, tous vivent désormais dans une semi-clandestinité.
On a peur ici aussi, en Belgique. Il y a une importante communauté turque qui soutient le régime d'Erdogan. On évite d'aller dans le quartier turc pour ne pas être menacé. Nous ne sommes pas en colère contre notre pays. Nous sommes en colère contre le régime de Erdogan. Nous sommes de vrais patriotes. Crème de la nation hier, aujourd'hui ces officiers et leurs familles demandent l'asile à la Belgique. Ils recherchent du travail, apprennent le français et le flamand pour mieux s'intégrer dans la société. Mais tous, sans exception, comptent bien rentrer en Turquie dès qu'ils le pourront. Fierté de la Turquie hier, pestiférée aujourd'hui, ces officiers, Ahmet İnsel, que vous inspire leur témoignage? C'est malheureusement cette peur devant les autorités judiciaires en Turquie est une peur très largement partagée parce que nous avons, au jour d'aujourd'hui, l'état de droit n'existe pas en Turquie. Il y a un arbitraire total et vous pouvez être incarcéré sans avoir les raisons pour lesquelles vous êtes incarcéré. Il parle des cas de torture, mais la torture n'est pas peut-être la chose la plus généralisée, mais c'est l'arbitraire. Et effectivement, de l'autre côté, ce que disait un des officiers, non seulement la personne présumée coupable est arrêtée, il y a des enquêtes sur lui, etc., autour de lui, mais ses proches qui n'ont rien à voir, sa femme, ses enfants ou ses parents sont aussi inquiétés. Par exemple, des journalistes qui sont arrêtés aujourd'hui. Il y en a 155, je crois, journalistes au jour d'aujourd'hui qui sont en détention, et sans que leur jugement soit prononcé. Et certains d'entre eux ont leur épouse qui ont perdu leur passeport, sans qu'il y ait une décision de justice, sans qu'il y ait une enquête. Là, nous sommes vraiment dans une situation de l'arbitraire. C'est ça qui est effrayant. Sur le plan politique, on sait que la Turquie est membre de l'OTAN. Pourquoi décide-t-elle aujourd'hui de limoger ces hommes? Est-ce qu'elle se tourne plus vers la Russie notamment ou vers l'Asie? Non, c'est pas parce qu'ils sont particulièrement dans l'OTAN qu'ils ont été limogés. Ils ont été limogés en général. Je pense qu'il y a une suspicion en plus, particulièrement dans les rangs de l'AKP, qu'une partie des officiers qui étaient formés aux États-Unis étaient enrôlés dans la communauté Gülen. C'est cette hantise de la communauté Gülen du côté du pouvoir est à la fois, je crois, une hantise irrationnelle, mais en même temps une hantise manipulatrice. Mais qu'est-ce qui se joue derrière? Est-ce qu'on a toujours cette guerre larvée entre l'armée et le pouvoir turc d'aujourd'hui? On sait qu'il a voulu, lui, s'attaquer à l'État profond et notamment à l'appareil militaire, responsable, vous l'avez dit d'ailleurs dans le passé, de coups d'État militaires, disons-le. Oui, tout à fait. Là, je crois que l'armée turque est totalement sous contrôle du pouvoir. Les auteurs de ce coup d'État raté, nous ne connaissons pas très très bien leurs motifs encore. On dit qu'il y a des officiers qui sont proches de la communauté Gülen, mais vous avez évoqué l'ouverture des procès. Il y a des procès qui sont ouverts. Tous les officiers, beaucoup d'officiers, ils ne se reconnaissent pas dans le gülenisme. Ils disent qu'ils sont laïcs, kémalistes, etc. Donc, nous ne savons pas très très bien ce qui s'est passé exactement lors de ce coup d'État, pourquoi le gouvernement n'a pas pris des précautions alors qu'il avait un peu d'informations sur sa préparation, etc. En tout cas, ce que nous savons, c'est que depuis le coup d'État, le gouvernement utilise le prétexte du coup d'État pour purger l'armée, pour purger l'éducation, pour purger l'université, la police, etc., pour créer un État du pouvoir, un État AKP ou un État Erdogan. Mais comment expliquez-vous, on a bientôt un référendum constitutionnel qui va arriver en Turquie. La campagne électorale vient d'ailleurs de débuter. Oui, 16 avril. Ça sera le 16 avril. Tous les sondages disent que le référendum va passer. Il vise à accorder un régime présidentiel. Non, c'est plus serré que ça. Alors, non, justement, les sondages d'opinion aujourd'hui montrent que les oui et les non sont vraiment à égalité. Ouais. C'est vraiment sur le fil de rasoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend encore plus nerveux le pouvoir. Ouais. Aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le pouvoir, au lieu de calmer, alors qu'il est vraiment le pouvoir, il contrôle le judiciaire, l'exécutif, le législatif, l'armée, la police, l'université, la grande partie des médias. Le pouvoir contrôle
Et il reste tendu. Et il reste très tendu. Mais comment expliquez-vous que Recep Tayyip Erdogan, lorsqu'il y a des élections, comment expliquez-vous que son parti islamo-conservateur, l'AKP, l'emporte systématiquement depuis maintenant des années et qu'il n'y a pas de soulèvement populaire, il n'y a pas de révolte au fond? Il a perdu une fois. Il a perdu une fois la majorité, c'était en juin 2015. Ouais. Et il a fait en sorte que les élections se répètent. Ouais. Parce qu'en face de Tayyip Erdogan représente 50% à peu près des électeurs. Pas plus, mais pas moins. En face de Tayyip Erdogan, il y a 50% des électeurs qui disent non à Tayyip Erdogan, mais ils ne constituent pas un bloc. Il y a l'extrême droite nationaliste, il y a le parti pro-kurde, il y a les sociodémocrates. Et ces trois ne peuvent pas s'additionner. La force de Tayyip Erdogan, c'est qu'il a derrière lui un bloc, la moitié de la Turquie, 40 à 50% des électeurs. Et en face de lui, il y a la moitié de la Turquie, mais cette moitié de la Turquie est totalement fragmentée. Et c'est sa force. Je pense que sa principale force, c'est qu'en face de lui, il n'y a pas une opposition équivalente à lui. Et sa principale faiblesse, selon vous? Sa principale faiblesse, c'est qu'il est totalement dans l'hubris, dans l'ivresse du pouvoir. Et ce qu'il fait actuellement, c'est une fuite en avant. Objectivement, il n'a pas besoin de faire ça. Il a tous les pouvoirs. Mais il veut encore plus de pouvoir personnel et il a même, je pense, il a peur en même temps de son parti, qu'il y ait des personnes qui puissent émerger de son parti, s'il y a un Premier ministre par exemple, qui puisse lui porter ombrage. Donc il veut être président de la République, Premier ministre et chef de parti à la fois. Et le changement constitutionnel proposé, justement, prévoit ça. Il pourrait être président de la République, il n'y aura plus de Premier ministre, et il pourrait être membre du parti, et donc, du coup, chef de parti. Il y a la guerre quasi-civile avec les militants kurdes et les forces de sécurité turques. Il y a la guerre en Syrie à côté, avec aujourd'hui l'armée syrienne libre qui est appuyée par la Turquie et qui combat d'ailleurs la branche syrienne du PKK sur le terrain dans ce conflit syrien. Et puis, il y a la guerre déclarée par Daesh à la Turquie, qui a été la cible de plusieurs attentats. Tous ces événements, ils renforcent ou ils affaiblissent Recep Tayyip Erdogan? Il renforce d'un certain côté parce qu'il arrive à dire « moi ou le chaos ». Ce qu'il a fait quand il a perdu les élections législatives en juin 2015, il a joué cette carte, la carte du chaos. Et là, il y a eu un rassemblement. Mais en même temps, ça l'affaiblit parce que le chaos, quand vous l'annoncez le chaos une fois, les gens ont peur, ils se rassemblent. 2 fois, ils se rassemblent. Mais 3e fois, ils commencent à dire ras-le-bol. Si c'est le chaos, pourquoi le pouvoir n'arrive pas à résoudre le chaos? Et donc, du coup, il commence à y avoir une suspicion sur l'utilisation du thème du chaos, de l'état d'urgence pour renforcer le pouvoir. Merci beaucoup Ahmet İnsel. La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, édition revue et augmentée. C'est chez La Découverte. Merci à vous. Merci.